Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien en live à la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, commenter ou questionner nos invités grâce au hashtag Accès Direct. Ce soir, on le sait, la Savoie, centre du monde. Mais bon, on le saura encore plus en 2023 avec l'organisation des championnats du monde de ski alpin. On y revient dans quelques minutes. Ce vendredi, c'est également la journée mondiale de la liberté de la presse. D'ailleurs, le club de la presse des Pays de Savoie se bouge pour l'occasion. Une très très belle soirée en perspective. Enfin, comme on aime bien parler innovation dans cette émission, notre troisième invité a eu une idée bien originale, un redresseur de poteaux de signalisation. Il viendra en fin d'émission nous expliquer tout et son comment. Bienvenue à tous dans cette émission. Et on commence tout de suite avec Fanette de Buisson et les titres de l'actu qui seront développés ce soir. Ça va, Fanette? Oui. Et avec toi, ce soir, on parle d'une centrale à bitume. Une centrale à bitume, en tout cas le projet d'une centrale à bitume du côté d'Épagny-Poisy, donc dans le bassin annécien. Et il y a des pétitions de mobilisation qui est lancée par les citoyens qui n'ont pas très envie de voir cette installation créée à moins d'1 kilomètre de chez eux. Déjà plus de 4000 signatures réunies, donc on fera le point. Point complet dans le JT, c'est à 18h30. Et un portrait. Ensuite, pour les titres, portrait original. Oui, portrait de Simon, qui est pilote d'hélicoptère pour le SAMU. Elle travaille notamment pour le groupe SAF Hélicoptère qui est installé à Albertville. C'est Clémence Roaldès qui l'a suivie. Elles sont très rares en France, le nombre les femmes pilotes d'hélicoptère pour le SAMU. Donc voilà, un parcours d'exception. On a hâte de voir ça, 18h30 au JT. Soyez au rendez-vous. Merci beaucoup, Fanette. À tout à l'heure. À tout à l'heure pour la revue de presse. Mais tout de suite, j'accueille notre première invitée, Madame Perrine Pellen. S'il vous plaît. Bienvenue, Perrine. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ouais. Très bien. Ça se passe bien? Oui, tout à fait. Perrine, sur cette antenne, on ne vous présente plus les titres, les étiquettes, les casquettes. Il y en a beaucoup. Dernièrement, c'était Savoie-Mont-Blanc. Et là, ça va être officiel. C'est officiel, mais ça va prendre d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Madame la directrice générale du comité d'organisation des championnats du monde 2023, Méribel Courchevel. Tout à fait. C'est un sacré titre. Une aventure juste magnifique en perspective. Effectivement, après 13 années à Savoie-Mont-Blanc Tourisme, je vais prendre mes fonctions le 1er août, en fait. C'est bientôt, oui, ça arrive oui, gentiment. Ça arrive très vite. Et je suis juste ravie de pouvoir embarquer dans cette aventure qui est un challenge qui est juste à la fois énorme, enthousiasmant. Et c'est vrai que la première des choses, c'est que je voulais remercier, bien sûr, la confiance qui m'est faite de la part de à la fois la fédération et puis Courchevel et Méribel. Donc c'est vrai que on part, c'est vraiment le début en fait de ce comité d'organisation. On a 4 années, ça paraît beaucoup, mais ça va très très vite. Et ce qu'il faut rappeler quand même avec ces championnats du monde, c'est l'événement phare des 15 prochaines années. On a eu les Jeux Olympiques d'Albertville en 92, ensuite Val d'Isère 2009, et là les championnats du monde. Courchevel-Méribel, alors peut-être... c'est vrai que la candidature a été portée de manière magnifique. La promesse est splendide, avec pour théâtre ces 2 stations internationales qui ont une expertise reconnue en matière d'organisation de compétitions internationales. C'est vrai que Courchevel, avec la coupe de slalom féminin, c'est fin décembre, chaque fin décembre aussi. Voilà, chaque année au mois de décembre. Et puis Méribel, qui a fait les finales. Qui a fait les finales en 2015. Donc c'est juste, en fait, l'objectif à travers cette organisation, c'est de faire de ces 2 stations magnifiques un projet de territoire qui puisse également soutenir les enjeux majeurs de la montagne française aussi. La figure imposée, bien sûr, c'est d'organiser une manifestation impeccable qui soit vraiment la plus impeccable possible pour que les athlètes puissent de créer les meilleures conditions d'accueil pour les athlètes pour qu'elles puissent performer dans les meilleures conditions. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est d'en faire véritablement
un projet pour valoriser l'excellence de la montagne française. On le sait, le savoir-faire français au niveau de l'organisation des compétitions, vous le disiez tout à l'heure, Val d'Isère 2009 qui avait été un franc succès, les finales de Coupe du Monde à Méribel, c'était en 2015, là aussi quasiment un sans faute, on part quand même avec une sacrée expertise. La vôtre, qui plus est, en tant qu'ancienne athlète, championne du monde, comment on arrive à se faire sa place finalement dans un lieu quand même où on a envie de dire tout est déjà fait, on a déjà l'expérience, des grandes manifestations, on a les pistes qui vont bien, qu'est-ce qu'il faut rajouter par-dessus? En fait, je pense qu'il y a, comme je le disais, de ces deux stations qui, comme vous le dites, hein, qui ont une expertise formidable, c'est d'en faire un projet d'ensemble en fait, qui puisse être au service de la montagne française et que de 1 plus 1, qu'on arrive à quelque chose comme 3 ou encore plus en fait. Hein. C'est vrai que pour moi, c'est aussi une opportunité juste incroyable après avoir débuté ma carrière à Brive-les-Bains en tant que responsable des villages olympiques dans le cadre des Jeux olympiques. J'ai œuvré en fait pendant toute ma carrière professionnelle d'abord à l'agence touristique départementale de la Savoie puisque Michel Barnier avait fait des grands événements, des moyens de développement et de promotion touristique à chaque fois en ayant à l'esprit l'héritage laissé par ces grands événements. Puis par Savoie-Mont-Blanc Tourisme, j'ai œuvré dans ce cadre-là sur de multiples événements, que ce soit les championnats du monde d'aviron, de canoë-kayak, de handball, l'aviron 2 fois, hein, et puis Val d'Isère plutôt, côté réceptif, puisque Savoie-Mont-Blanc, à travers les 2 départements, avait soutenu, hein, était l'un des partenaires majeurs de l'organisation. Là, c'est la première fois que je vais œuvrer en étant au cœur de l'organisation du ski. Et pour moi, quelque part, c'est une manière de rendre au ski ce qu'il m'a tant apporté. C'est vrai que le ski m'a façonné, m'a lancé dans ma carrière professionnelle. J'ai vécu des moments exceptionnels au moment de ma carrière en tant que sportive, avec des émotions juste incroyables. Et ensuite, à travers les événements, j'ai aussi connu le bonheur de pouvoir participer, œuvrer et de mesurer l'importance à chaque fois de ces événements. Et là, pour moi, c'est le summum que de pouvoir revenir au niveau du ski. Il faut le préciser, vous êtes une des très rares femmes à être directrice générale d'un comité d'organisation. Même si la réputation est plus à faire, comment on fait sa place dans ce milieu qui reste quand même un tant soit peu masculin? Alors, en fait, ça sera véritablement avant tout une aventure, comme on le sait à chaque événement sportif, une aventure à la fois sportive et humaine et surtout un projet collectif. Moi, mon action, elle va véritablement s'inscrire en lien avec la gouvernance. C'est la Fédération française, les stations, les parties prenantes, hein, bien sûr, seront associées à la fois le département de la Savoie, la région, le Conseil Savoie-Mont-Blanc très certainement, et puis en lien étroit avec ce que je qualifie de force très vive des stations. C'est surtout pas un projet qu'on porte seul, mais c'est bien une aventure collective et il y a un enjeu majeur qui est l'appropriation de ces championnats du monde, de faire en sorte qu'on ne parle pas de ces championnats du monde uniquement le temps de la manifestation, mais bien une montée en puissance. Imaginez, ce sont 600 athlètes qui vont être en scène, c'est 75 nations. En termes de télévision, on dimensionne ça à 1000 heures de retransmission TV. On parle de 600 millions de téléspectateurs. Autant vous dire que c'est une opportunité, et puis on parle de 1500 médias qui seront accrédités. Autant vous dire qu'il y a un potentiel pour être sous les projecteurs et d'en faire véritablement un événement majeur. Alors la décision que ce soit Méribel Courchevel qui accueille ces championnats du monde, c'était il y a presque un an maintenant, aujourd'hui. Il y a eu déjà du travail qui a été fait depuis cette annonce officielle, mais les prochaines grandes phases, ça va être quoi très rapidement? En fait, à très court terme, par exemple, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que cet événement, en fait, il appartient à la Fédération internationale de ski, qui quelque part le confie aux organisateurs et qui quelque part missionne les organisateurs pour faire en sorte que cet événement soit encore plus valorisé au moment de le rendre. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important.
Et c'est ce qui amène la Fédération internationale à suivre de très très près l'évolution des travaux le suivi de l'organisation. Et la première étape sur laquelle je vais être impliquée, c'est la visite de la Fédération internationale Qui aura lieu quand? Qui sera présente le 21 et 22 mai. Ah, ça arrive aussi très, très rapidement. Voilà. Et on a quelque chose de concret à leur montrer déjà ou? Alors, c'est une première étape. Moi, je suis associée parce que je vais être présentée à cette occasion. Mais la Fédération internationale vient au moins 2 fois par an pour suivre l'évolution du chantier. Après, sur le plan de l'organisation, il y a cette association qui a porté la candidature qui va se transformer en comité d'organisation. Ça va être fait pendant l'été, d'ici cet automne. Et puis, bien sûr, c'est renforcer l'équipe. Et si quelque part j'ai des compétences dans certains domaines, il est extrêmement important d'avoir une équipe solide qui va pouvoir œuvrer, une petite équipe commando et avec des ressources très complémentaires. Donc là, il en faut de toute façon un petit peu sur tous les fronts. C'est ça. Donc c'est le côté structuration de l'organisation, renforcement de l'équipe et puis bien sûr, moi à mon niveau, c'est d'aller à la rencontre des acteurs de ces stations, à la rencontre de toutes les personnes impliquées. Que vous connaissez déjà, bien évidemment, pour la plupart. J'ai la chance d'en connaître de nombreux et de faire en sorte que ce soit un beau projet qui soit porté par tout le monde. Merci beaucoup Perrine, en tout cas on aura l'occasion d'en reparler prochainement bien sûr sur notre antenne et de vous faire des petites visites. Avec grand plaisir. Pour savoir comment ça se passe. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre accueil en tout cas. C'est un plaisir, comme à chaque fois. Voilà. Je vous laisse repartir direction la régie pour accueillir nos deuxièmes invités du jour. Madame Cécile Bouget de Francesco, présidente du club de la presse de Pays de Savoie, et Florent Robert, dit Barueco. Non plus. Florent Robert, Barueco, c'est un autre artiste. Pardon, excusez-moi, je suis navré. Mais avec vous, en tout cas, on va parler d'une très belle manifestation, d'une grande date. C'est ce vendredi 3 mai, journée mondiale pour la liberté de la presse. Et là-dessus, comme je le disais en introduction, le club de la presse des Pays de Savoie a fort à faire puisqu'il y a une biennale qui est organisée tous les 2 ans. Des concerts ont lieu et cette année, Cécile, on prend les mêmes, on recommence à peu près? Presque. Presque, parce que tu parlais de Barueco, parce que c'est l'artiste avec lequel on a bâti cette soirée, qui était là il y a 2 ans, comme Florent d'ailleurs, dans une autre formation. Donc il y aura Barueco, il y aura Another Kind of Magic, et puis 2 autres voix féminines, Asia et Mona Elematou, tous artistes des Pays de Savoie. Alors comment on se lance dans une soirée comme ça? Parce que c'est un gros challenge quand même. La liberté de la presse, c'est quelque chose d'assez imposant, très sérieux. Comment on arrive à créer un événement autour de ça, concrètement? Parce qu'on est un peu fou. Non, je me suis dit, quand j'ai pris la présidence du club, que si on ne se mobilisait pas ce jour-là, je me demandais à quoi on servait. On fait plein de choses pendant l'année pour nos adhérents. Mais il y a aussi des temps où on doit prendre la parole. Et cette journée-là, c'est l'occasion, s'il y en a une seule occasion, c'est celle-là, quoi. Donc après, comment on décide de célébrer quelque part cette liberté de la presse, parce que c'est le cas, c'est pour ça qu'on est sur une soirée concert. On n'a pas voulu faire quelque chose de triste, même si la situation est loin d'être gaie. Après, évidemment, je suis allée voir Barueco, je lui ai dit est-ce que tu veux bien? Et évidemment, comme il est aussi fou que moi, il a dit oui. Et il y a d'autres fous qui nous ont rejoints. Alors justement, Florent, comment vous êtes retrouvé là-dedans? J'imagine que vous le faites de bon cœur, puisqu'il faut bien dire que toutes les personnes qui travaillent autour de cette manifestation, c'est bénévolement. Il y aura un prix d'entrée qui sera de 10 €, mais qui sera bien sûr reversé à Reporters sans frontières. Comment vous vous êtes senti dans cette organisation, vous qui avez déjà travaillé avec l'édition 2017? Très bien senti parce que l'équipe est fantastique, parce que la volonté elle est commune de faire passer un message intéressant pour une belle occasion. Barueco, c'est un auteur-compositeur qui a un discours, un vrai message d'humanité à faire passer. On est très amis depuis longtemps, on a travaillé de diverses manières et on s'est inscrit vraiment avec grand plaisir il y a 2 ans pour participer à cette soirée avec Couleur Café. Cette année, on revient, ça tombe, c'est notre actu, qu'on a un nouveau projet qui est sorti au mois de février, un hommage à Queen et qui est
au-delà du projet artistique, mais qui colle encore très bien pour moi à ce genre de soirée, puisque Freddie Mercury, s'il y a bien un artiste sans filtre et qui défend cette force de la diversité et du fait d'être, de s'assumer complètement. Donc c'est un bel hommage qu'on rend à cette voix-là, et je trouvais que ça collait parfaitement à l'ambiance de cette soirée. Nous, journalistes, on a tendance à dire la liberté de la presse, ça nous touche directement. Mais vous, artistes, comment vous la vivez, cette liberté de la presse, justement tous les drames, les journalistes tués, emprisonnés? Est-ce que vous avez un regard sur la question particulier? Pas directement, plus que tous les drames sociaux qui peuvent se dérouler, particulièrement en ce moment, dans la crise qu'on traverse. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on a pu s'inscrire en tant qu'artiste pour défendre un projet sur scène, au service d'une cause qui nous paraît légitime, je crois qu'il faut y aller. Si on n'est pas là pour ça, à quoi ça sert, effectivement, comme tu disais aussi avant. Cécile, comment on organise une soirée comme ça? On s'y prend longtemps en avance. J'imagine qu'il y a pas mal de tractations, notamment avec les artistes, pour régler un petit peu tous les détails. En théorie, on s'y prend longtemps à l'avance. Comme on l'avait déjà fait en 2017, c'est vrai que l'idée de refaire, pas tous les ans, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Donc on savait avec Barweco qu'en 2019 on y retournerait, donc on avait plus ou moins dans notre calendrier coché la date. Et puis après, on s'y prend évidemment plusieurs mois à l'avance. Le plus compliqué, c'est d'avoir un lieu. Et là, j'ai énormément de reconnaissance pour l'équipe de l'Auditorium Céno et Joseph Paleni, parce que venir frapper à sa porte et lui dire est-ce que tu veux bien nous laisser cette salle magnifique qu'est l'auditorium, alors qu'il a une programmation culturelle à l'année, c'est quand même un peu gonflé. C'était un peu osé, oui. Ouais, et il a dit oui. Donc évidemment, c'était le plus compliqué, c'était le lieu. Et puis après, c'est vrai que je suis très heureuse parce qu'effectivement, du côté des artistes, il n'y a pas eu de tractation longue, même pour les deux nouvelles, entre guillemets. Je crois que Wilfried a posé la question et hop, ça a été oui dans la foulée. Et il y a une énergie qui se met en place autour de ça, du côté artiste comme du côté du club, où évidemment que oui, et on fait ce qu'il y a à faire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des places disponibles? Oui. Comment ça va se passer? On peut y aller juste comme ça et acheter sa place sur place? Oui, il y a de la place. C'est une grande salle, l'auditorium. Donc, on peut acheter ses places en avant, soit par Internet, soit en allant à l'auditorium ou à l'Office du tourisme du lac d'Annecy, parce que eux aussi nous soutiennent et vendent les tickets. Et on peut se présenter vendredi à partir de 20h, je crois, la billetterie sera ouverte. Et ben voilà, 20h ce vendredi soir à l'auditorium de Céno. Soyez présents, c'est pour une bonne cause. C'est un superbe travail en tout cas. Au nom de tous les journalistes, on vous remercie tous les deux et tout le reste du comité d'organisation. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès pour cette édition. Merci à tous les deux en tout cas d'être passés nous voir sur ce plateau. Je vous remercie beaucoup. Et puis à très vite de toute façon. Et je réaccueille notre Fanette de Buisson National. Rebonjour Fanette. Rebonjour. Oh là là, toi tu connais toutes les cachettes pour les micros. T'as vu ça? Et avec toi on va commencer une petite revue de presse. Et avec toi ce soir, hop, j'ai noté, on ne dirait pas, mais on va commencer avec Le Monde. Le Monde, les décodeurs du Monde qui vérifient les infos, etc. Ils se sont penchés sur les propos d'Emmanuel Macron qui assure que les Français ne travaillent pas assez. C'est ce qu'il a dit lors d'une conférence de presse le 26 avril dernier, la conférence de presse post-débat national. Et donc, ils ont été vérifiés à l'échelle européenne, voir si c'était vrai ou pas. Et donc, on peut démontrer que les Français travaillent autant ou plus que leurs voisins et sont surtout plus productifs. Selon l'OCDE, la France apparaît plutôt dans la deuxième moitié du classement avec 1526 heures travaillées dans l'année en 2017. Mais elle est devant par exemple le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne ou encore la Suisse. Les Français travaillaient 37,3 heures par semaine en 2018. C'est plus que la moyenne européenne qui s'établit à 37,1. Nos voisins suisses, par exemple, on en parle souvent, certains en prennent souvent pour exemple, travaillent eux 34,7 heures par semaine. Donc presque
presque 3 heures de moins chaque plus bonne en semaine. maths. Et par contre, ce qu'il faut souligner, ce qui est assez marquant, c'est que les Français sont parmi les travailleurs les plus productifs d'Europe, près de 15 points au-dessus de la moyenne européenne. Une idée résumée avec un sens de la formule implacable. Je cite l'article du Monde par l'hebdomadaire libéral britannique The Economist. Les Français pourraient être en congé le vendredi. Ils produiraient encore davantage que les Britanniques en une semaine. Ah bah voilà. Ça c'est fait. Merci Et Monsieur je sais Macron que toi, pour t'es ces hyper propos. productif, Manu. Super, mais ça, j'en doutais pas une seconde. Je me suis jamais remis en cause. Hein. Alors, si tu veux bien, je vais enchaîner avec une petite revue de presse également de mon côté parce qu'on me dit que j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. Ah, c'est dommage, j'étais bien. Bon, la allez, vidéo. fais-moi très vite. Alors, Très vite. C'est Twitter. juste une vidéo impressionnante qui a été postée par le PGHM de Chamonix. C'est une avalanche dans le massif du Mont Blanc, juste en dessous de la dent du requin. 800 mètres de dénivelé de coulée. Et c'est surtout l'occasion de dire que attention, prudence en montagne ces prochains jours. Super, image impressionnante, rapide, facile, efficace. Voilà. Et puis toi, justement, on va rester dans le massif du Mont Blanc. On va rester dans le massif du Mont Blanc puisque ce matin, et c'est une actu toute chaude, a ouvert justement le site pour permettre la réservation au fameux refuge du Goûter et de Tête-Rousse. Donc tu sais que maintenant qu'il va y avoir un permis, cette réservation est donc obligatoire. Il faut avoir ce fameux sésame pour tenter le toit de l'Europe. Et ce matin, justement, les réservations ont ouvert. Et alors ce soir, j'ai pas checké après 16 heures à peu près, mais il restait, je crois, une place disponible entre le 7 juin et le 17 août. Donc comme quoi ça file très vite, ça me fait beaucoup rire personnellement puisque bon, ça va poser plein de problèmes, sachant que réserver un refuge 2 mois à l'avance, sachant qu'il faut généralement prendre en compte les conditions météo, etc. Moi je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que la FFCAM et le CAF justement vont faire un sacré business parce que comme ils ne rendent pas les arts en cas de réservation annulée et qu'on ne peut pas modifier la réservation, on va se retrouver un petit peu le bec dans l'eau. Donc message à tous, si vous voulez faire le Mont Blanc cet été, il faut commencer à prévoir ça très rapidement. Et puis on fera le point à la rédaction cet été, je pense. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Fanette. Merci, à tout à l'heure. Bon courage pour la fin de préparation. Et j'accueille tout de suite notre troisième invité, Monsieur Rémi Pontonnier, qui vient avec une étonnante machine, puisque... Hop. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je la laisse ici. Voilà, par exemple, je le disais en début d'émission, vous êtes le créateur de ce Get Up Potelet. Si je ne m'abuse, tout à fait. Et qui est un système totalement nouveau, innovant et qui est made in France et made in Haute-Savoie presque. Et made in Haute-Savoie, exactement. Ça, c'est la classe. Alors, voilà. Expliquez-nous en 2-3 mots de quoi il s'agit. Alors, l'idée, c'est d'apporter une solution de réparation plutôt que de remplacement aux communes qui gèrent des parcs de mobilier de voirie, c'est-à-dire des potelets de voirie qui empêchent les voitures de stationner. Potelets pour les néophytes un petit peu comme moi. Les potelets, ce sont les petits poteaux verts qui empêchent les voitures de stationner sur les trottoirs. Ah, donc généralement, celles, quand on va pas bien, on leur rentre dedans. Exactement. Voilà. Celle-là même. On peut également redresser les poteaux de signalisation, les barrières, tout le mobilier urbain classique, le petit mobilier urbain. Et alors ça, concrètement, c'est une première personne avant vous y avez pensé? Alors, il y a des machines qui ont été inventées, très peu nombreuses, et qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques de fonctionnement, de fonctionnalité, et celle-ci emporte un franc succès. Aujourd'hui, vous avez déjà gagné la confiance de à peu près 150 mairies en France. Et même davantage. Et même davantage, mais les chiffres datent un petit peu, je suis navré. Comment, aujourd'hui, quel est le ressenti justement de toutes ces collectivités desquelles vous appelez justement elles sont tout de suite conquises ou il faut quand même un peu leur faire la démarche? Alors, le plus difficile, c'est de faire connaître le matériel puisqu'il n'est pas connu. C'est une problématique de notoriété, mais c'est assez normal. Ensuite, dès qu'on peut rentrer en contact avec les communes, en général, elles sont très enthousiastes par l'utilisation de la machine. La machine est simple, elle est facile à utiliser et elle permet une solution rapide et économique à un vrai problème de gestion de mobilier pour les communes. Donc comment vous voyez l'avenir? Parce que si ça marche si bien, dans quelques années, vous avez inondé toute la France, toutes les communes de France avec votre engin, et après vous faites quoi? Alors, il y a 35 millions de potelets en Europe. Ah oui, ça fait pas mal. Donc normalement, le champ d'activité est large. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est principalement sur la métropole en France, mais on commence à prendre des contacts avec d'autres pays pour l'Europe pour trouver des tissus de revendeurs intéressés par la machine.
Là, ça s'adresse exclusivement aux collectivités ou des particuliers qui ont des travaux à faire chez eux, des barrières à redresser, c'est possible? Alors, ça se loue ça... Aujourd'hui, on est dans une cible de clientèle qui est manifestement professionnelle dans un premier temps, principalement les collectivités, communes, métropoles, agglomérations, etc. Et également, il y a un marché pour les entreprises de bâtiments et de voiries qui peuvent être amenées en sous-traitance ou par le biais d'appels d'offres à avoir à gérer ce mobilier urbain dans les mêmes conditions qu'une commune. Ça fait combien de temps que vous avez créé Alors, la machine, on y a pensé il y a environ 3 ans. Nous sommes 3 à avoir mis en route, Bernard Sage, Jean-Nicolin et moi. Bernard étant plutôt l'homme de la technique et de l'invention et de la créativité. Et puis, nous sommes plutôt ceux qui manageons l'entreprise au niveau de la commercialisation du marketing. Voilà. Ok. Les prochaines étapes dans l'avenir? Alors, les prochaines étapes, c'est de mettre cette dernière génération de machines, puisque c'est la seconde, de la mettre un peu sur orbite commerciale, d'en vendre de plus en plus, et puis de développer d'autres matériels innovants également pour apporter des solutions du même type. Alors, c'est-à-dire deuxième version, ça veut dire qu'il y a eu une évolution entre deux? Il y a une évolution. D'abord, au début, nous utilisions pas mal de matériaux et de matériel que nous détournions de leur usage de base. Et maintenant, nous sommes en production de la quasi-totalité de la machine, d'ailleurs de façon très locale, puisque la machine est produite avec des gens qui travaillent, des entreprises d'Annecy, de Thônes, etc. Donc c'est vraiment made in Haute-Savoie, comme vous le disiez tout à l'heure. Avec ce projet-là, justement, à terme, on compte envahir le monde entier ou... On ne se donne aucune limite. On a même fait quelques parutions sur Mars, mais enfin, apparemment, ils ne sont pas tout de suite très chauds. Insight, c'était vous, d'accord. Ah, voilà. je remets tout. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir fait découvrir votre création. Merci. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Bon courage Merci pour beaucoup. la suite. Au Je vous revoir. laisse repartir par là-bas. D'accord. Et juste le temps pour moi de revenir avec Fanette de Buisson, le grand retour, une troisième fois. Tu n'arrêtes pas. Et avec toi, d'ici quelques minutes, on va parler d'une centrale à béton. Une centrale à béton dans le bassin annécien, une centrale à bitume précisément. Bitume, pardon. Donc c'est un projet, les habitants n'en veulent pas, surtout à moins d'un kilomètre de chez eux. Donc on fera le point avec Victoria Lopez. Et puis un second sujet en titre ce soir, c'est un portrait. Un portrait d'une femme pilote d'hélicoptère. Elles sont pour le SAMU. Elles sont très rares en France. Donc c'est Clémence Roaldès qui l'a suivie du côté d'Albertville. Elle a un parcours d'exception, donc on va voir tout ça. Le point complet, c'est à 18h30. C'est dans quelques minutes après, juste après la pub. Restez avec nous. À tout de suite.